Bonjour, bienvenue à cette quatrième conférence Arthrex Vet System. Je suis Olivier André, je suis le responsable de la gamme vétérinaire pour Arthrex France. Le thème abordé aujourd'hui est l'arthrose du tarse et le rôle de l'arthroscopie. Cette session sera animée par le docteur Alexandre Caron. Donc aujourd'hui, l'arthrose du tarse, le rôle de l'arthroscopie. Ce webinaire va se décomposer en deux parties. Une présentation de 20 minutes, où là, avec l'aide de la fonction message, vous allez pouvoir poser vos questions. Et puis un temps de discussion où celles-ci seront abordées. Je remercie le Dr Alexandre Caron, manicura Triovette à Rennes, pour sa présence et son travail sur ce thème. Et je lui laisse la main pour sa présentation. Alexandre, c'est à toi. Bonjour à tous, merci à tous d'être là. L'idée aujourd'hui, c'était d'évoquer ensemble une articulation qu'on n'a pas trop l'habitude de regarder à l'arthroscopie, le tarse. Et donc, c'est essentiellement des cas qu'on voit avec une arthrose relativement importante pour lesquels parfois on se pose un peu la question de ce qui est faisable. Et je vais essayer de remettre un peu en place dans la tête de tout le monde ce qui peut être envisagé d'un point de vue arthroscopique sur ces cas. Donc les objectifs sur cette formation, sur cette courte présentation, c'est alors premièrement se rappeler ensemble les affections qui sont à l'origine d'arthrose chez le chien au niveau du tarse, bien revoir l'anatomie tibio-tarsienne et notamment les structures qu'on peut voir du coup d'un point de vue articulaire, puisque c'est celle-ci qu'on va chercher à identifier, et bien maîtriser le matériel d'arthroscopie qui peut être utile et intéressant dans l'exploration et le traitement arthroscopique du tarse, et puis valider les techniques pour la mise en place des ports et de travail. Bon, en introduction, très rapidement, les cas qu'on voit régulièrement qui nous sont présentés pour des soucis au niveau du tarse, ils ont un gonflement important. C'est des cas qu'on ne voit pas si fréquemment, mais malgré tout, en général, on les voit en bout de course avec une arthrose importante et une distension articulaire qui est non négligeable. Historiquement, le traitement chirurgical qui est mentionné, quand il y en a un qui est proposé, c'est un traitement ouvert, relativement invasif, pour lequel, au final, au fur et à mesure des années, on s'est posé la question quand même de savoir s'il était réellement intéressant, puisque le pronostic qui était rapporté associé à ces traitements-là était en général plutôt réservé. Alors réservé, évidemment, on parle de pronostic sur la fonction de l'articulation purement et simplement, avec la boiterie qui sera associée et potentiellement la douleur. Ça ne va pas au-delà de ça. Donc quelles sont les causes essentiellement en cas de découverte d'arthrose du tarse? Donc c'est toujours intéressant chez le chien sur l'ensemble des articulations. On sait que l'arthrose, c'est essentiellement un phénomène secondaire. Donc la plupart du temps, il y aura une cause primaire à aller chercher, ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Donc pas faire trop de parallèles non plus sur ce genre de choses, puisque l'homme est relativement différent. Les causes principales qu'on va avoir chez le chien, elles sont de 3 ordres. Le plus souvent, on va être sur des cas d'ostéochondrite disséquante ou d'ostéochondrose quand on les voit au tout premier stade. Ce qui est bien connu chez le Rottweiler et chez le Labrador. Évidemment, encore une fois, c'est des choses pas fréquentes, mais ça reste au sein de l'entité arthrosique du tarse la cause la plus fréquente, au-delà de toutes les conséquences de traumatisme qui peuvent exister, comme ce que vous voyez sur la radio de droite avec des ruptures ligamentaires qui, secondairement, en bout de course, vont mener au développement d'arthrose. Et puis j'ai mis en bas un exemple de non-union d'une malléole, donc ici la malléole tibiale caudale, qui est celle qu'on voit le moins souvent, mais des cas de non-union malléolaire, il y en a également qui peuvent être associés à ces cas de développement d'arthrose. Donc c'est les 3 entités principales, et puis après vous aurez toutes les atteintes du tarse en général de type inflammatoire ou infectieuse qui peuvent être à l'origine secondairement et en bout de course de développement arthrosique. Donc, sur ces différentes maladies, il va être, et j'ai mis ces 3 exemples-là parce que c'est les 3 exemples pour lesquels potentiellement il peut être intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil avec notre arthroscope. Rapidement, on reprend l'anatomie du tarse. Donc il y a, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous référer à cet article-là qui commence à dater un petit peu maintenant, mais c'est souvent ces vieux articles qui sont assez intéressants d'un point de vue anatomique. À l'époque, ils se posaient beaucoup de questions pour comprendre comment les choses étaient foutues. Donc vous avez ici, ce qui est bien rapporté, donc je vous ai mis à gauche une radio d'un talus isolé, pour que tout le monde voit bien un peu comment sont faits la tête, le col et le corps du talus, avec la tête qui est la partie distale et non pas l'inverse.
C'est plutôt contre-intuitif, mais c'est comme ça que c'est fait. Et puis, sur la radio de droite, du coup, on voit bien les lèvres du talus. Et donc dans ce papier-là, ce qui est intéressant donc, pour l'ensemble des éléments là qui sont rapportés, c'est de voir qu'ils reprennent bien en détail, les différentes positions des structures en fonction des différentes positions, du talus, de l'articulation tibio-tarsienne en elle-même et en fonction de ce qu'on peut voir. Donc ça peut être intéressant si vous vous intéressez à l'arthroscopie du tarse, d'y jeter un œil précis, parce que ça va vous guider sur les manipulations. Donc ce qui est essentiellement important, c'est de bien comprendre cette anatomie avec, 2 lèvres, une latérale et une médiale, qui vont épouser, relativement parfaitement l'articulation, enfin la surface articulaire du tibia et s'articuler également avec la fibula, latéralement. D'un point de vue arthroscopique, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il va y avoir 4 cadrans à, potentiellement, regarder. Donc on sort un peu des concepts qu'on a l'habitude d'avoir dans, le genou, l'épaule, où on a, une articulation. Là, comme on a une articulation relativement serrée, on va être obligé de planifier, où est-ce qu'on va aller. Et donc vous avez, 4 cadrans dorsolatéral, dorsomédial, plantaro-médial, plantaro-latéral, qui vont devoir, être examinés. Hem, les éléments qu'on va voir d'un point de vue, arthroscopique sont ceux que j'ai listés ici. Donc évidemment, les choses classiques, la surface articulaire du tibia, la surface articulaire de la fibula, les lèvres de la trochlée que je vous montrais juste avant. Les ligaments collatéraux sont visibles, de façon, intra-articulaire avec l'arthroscope. Et puis vous avez certaines structures, tendineuses qui passent à l'intérieur de l'articulation. Donc essentiellement le fléchisseur latéral, des doigts et puis, dans certains cas, vous pouvez avoir le fibularis brevis et le fibularis longus qui ont en fait une enveloppe, synoviale qui est jointe avec la capsule articulaire qu'on peut potentiellement voir, également. Donc c'est assez intéressant comme articulation puisqu'il y a des petits éléments un petit peu spécifiques d'un point de vue anatomique également. Heu, de ces 4 enfin tous ces 4 points principaux là, les 4 premiers, ils sont, visibles à l'arthroscopie, mais, pas en intégralité en fonction des différents ports qu'on va utiliser. Donc à partir de l'anatomie qui doit être bien maîtrisée, on va pouvoir planifier en fonction de la maladie qui est identifiée, la voie d'abord qu'on va réaliser et la position de nos ports pour l'examination, qui sera pas la même en fonction des différentes, indications. Bon, rapidement, j'ai remis ici, les structures vasculo-nerveuses qui sont à préserver. Vous avez là donc ça c'est tiré du bouquin d'arthroscopie. Vous avez du coup les points 1 et 2 là qui sont sur la face crâniale, et qui permettent d'éviter, l'artère tibiale crâniale et le nerf péronnier principalement. Et puis ici, sur la surface plantaire, il faut, éviter, l'artère saphène et le nerf tibial, et donc passer de part et d'autre avec encore une fois, une possibilité d'avoir un port plutôt latéral ou un port plutôt médial. Hem, ce qui de toute façon est relativement intuitif dans la mesure où vous avez le calcanéum qui est en plein milieu. Très rapidement, puisque ça c'est relativement simple pour ceux qui sont familiers avec, l'arthroscopie, en termes de matériel, les choses dont vous allez avoir besoin. Donc bien évidemment la colonne d'arthroscopie. En termes d'arthroscope, aujourd'hui, moi et les images que je vais vous montrer là juste ensuite, ont été faites avec un arthroscope de 2,7 sur des chiens qui faisaient, entre 20 et 30 kilos. Donc je dois avouer qu'il y en a plusieurs sur lesquels je suis allé au bloc en me demandant si j'allais vraiment réussir à passer l'arthroscope et il se trouve que oui, ça passe relativement bien. L'avantage d'un gros arthroscope, c'est que vous avez un gros angle de vue, une grosse vision, une grosse lentille et que donc ça permet une inspection qui est relativement bonne. Plus vous allez vers un arthroscope petit, plus, la fenêtre de vision sera petite et donc plus vous aurez besoin de vous déplacer et de changer enfin de bouger à l'intérieur de l'articulation, ce qui est pas forcément une bonne chose pour le cartilage. Donc il y a un compromis un petit peu à trouver. Aujourd'hui, et avec l'expérience, j'aurais tendance à plutôt partir sur un arthroscope de 1,9 ou de 2,4, mais avec le risque que ce sont des instruments qui sont plus fragiles et donc potentiellement, un risque de casse plus élevé, et donc une arthroscopie qui devient significativement plus coûteuse. Donc voilà, avec une chemise classique, un trocar mousse, comme toujours, j'utilise jamais les trocars pointus. Une aspiration de sol parce que ça, on a l'habitude et les infirmières sont contentes quand on l'utilise parce qu'on a l'habitude d'en mettre en général un peu partout avec le liquide de sortie. Donc des aiguilles pour créer vos pores et pour faire, des pores de sortie. J'ai tendance à utiliser une simple aiguille plutôt que des canules pour cela.
Un palpeur, c'est très important. Vous verrez dans les vidéos que je vais vous montrer que le palpeur vous permet de bien déplacer les différents éléments et notamment quand vous avez des volets d'OCD. Des pinces, appréhension, donc ça c'est mes 2 pinces favorites, sachant que dans l'articulation du tarse, celle qui a des mors pointues au bout est plus compliquée à utiliser parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace articulaire et celle-ci a besoin d'être ouverte un petit peu plus pour pouvoir bien attraper la structure à sortir. Elle a l'avantage d'avoir une meilleure tenue. Mais elle a besoin d'être ouverte plus largement. Et puis une petite curette, donc ça peut être des curettes tout à fait classiques. Elles ont juste besoin d'être de petits diamètres, ce qui permet de cureter les lits sous-chondraux, notamment lors de lésions d'OCD. Globalement, c'est du matériel d'arthroscopie relativement classique, qui a juste besoin d'être d'un diamètre plutôt minimisé par rapport à certaines autres articulations comme l'épaule où on peut se contenter d'instruments un peu plus gros. Alors, à partir de l'anatomie et donc des 4 cadrans dont je vous parlais, ce qui est intéressant et ça, c'est ce qui est pas trop connu et bien indiqué dans la littérature autour de l'articulation du tarse pour l'arthroscopie, c'est comment est-ce qu'on planifie. Quand vous avez une lésion qui est plutôt crâniale ou une lésion qui est plutôt caudale, on va pas forcément utiliser les mêmes pores. Après en avoir discuté avec plusieurs qui ont l'habitude de l'articulation du tarse, il n'y a pas vraiment de règles, vraiment bien établies et moi je fais exactement, la même chose, que ce qu'on a pu discuter ensemble. C'est, un scanner quasiment systématique en préopératoire, ce qui va me permettre de bien définir mes lésions pour essayer de réfléchir derrière au maximum la position de mon port de caméra, de mon port de travail, et de pas avoir à multiplier les ports, au cours de l'intervention, ce qui peut être assez inconfortable. Si vous avez besoin de passer de plantaire à dorsale, avec la caméra, la position du chien ne sera pas forcément, idéale selon comment vous l'aurez placé initialement. Globalement, si on reprend la radio que je vous ai montrée au début avec ces lésions qui sont importantes, le scan sur ce chien-là, il me permet d'identifier qu'on a une lésion qui est très importante, celle que vous voyez, à gauche, un ostéophyte très important qui est principalement, une non-union de la malléole tibiale médiale avec probablement le collatéral qui est pris dedans. Mais on a essentiellement en intra-articulaire un fragment d'OCD avec la lèvre médiale, on voit qui est très déformé. Et puis on a également des ostéophytes le long du collatéral latéral. L'avantage, c'est que sur ces images, j'ai pu déterminer où était la position des fragments que j'avais envie d'enlever et de décider, comment allait positionner mon port. Donc dans ce cas-là, le fragment était relativement, crânialement sans pour autant être trop crânial et donc j'ai positionné mon port de caméra, enfin j'ai travaillé crânialement et j'ai positionné mes ports de travail et de caméra, crânialement, avec le port instrumental qui lui donnait directement sur la lésion et mon port de caméra qui lui était, plutôt latéral. Parce qu'avec l'apport des 30° de l'arthroscope, on peut très facilement avoir une vision, directe au moment de l'introduction. Il y a, 2 études qui reprennent l'intérêt du scanner sur l'évaluation du tarse. Donc très rapidement, je vais reprendre leurs résultats parce qu'elles vont dans le sens du fait qu'un bilan, d'imagerie en coupe préopératoire est assez important. Sur 11 cas, donc ils ont identifié les fragments dans tous les cas sur le scanner évidemment. En radiographie, ils ont été identifiés que dans 8 cas. Ce qui veut dire que d'un point de vue du nombre de fragments intra-articulaires qui vont être à retirer et à travailler, le scan va être vraiment prépondérant et si vous voulez corréler, puisque ça on le sait, il y a d'autres études qui l'ont montré, la taille des lésions intra-articulaires, la surface est corrélée au résultat. Donc derrière, cette taille, elle est forcément corrélée au nombre de fragments à retirer, lors d'OCD notamment. Il va falloir aller retirer et traiter l'ensemble de la lésion. Donc c'est important à mon sens d'identifier complètement précisément ce qu'on doit traiter et puis derrière ça va guider complètement notre recherche arthroscopique. Donc ça c'est ce que je disais, il y a une corrélation entre la taille lésionnelle et le pronostic, pour les lésions d'OCD. Plus elles sont grandes, évidemment c'est dans ce sens-là, plus elles sont grandes, moins le pronostic sera bon. Et donc identifier l'ensemble des fragments va être vraiment capital pour décider de, la position de mon port médial versus latéral, plantaire versus dorsal. Donc j'ai regroupé l'ensemble des cas que j'ai pu scoper sur les 3 dernières années. Donc j'ai 4 cas, hein, donc on parle
évidemment d'une articulation qu'on ne traite pas très souvent. Dans un cas qui est le cas que je vous ai présenté là, j'ai placé mon arthroscope sur la face dorsale. Dans les 4 cas, à un moment donné, j'ai placé mon port de caméra également sur la face plantaire, ce qui m'a permis d'avoir, dans le cas où j'ai fait 2 abords, un abord à la fois dorsal et plantaire, une visualisation complète de toute l'articulation et un bilan complet. Dans 3 cas, j'ai utilisé un port plutôt médial et dans 4 cas, le port a été également positionné latéralement. Et dans 2 cas, on a eu le port de caméra et le port instrumental positionnés latéralement, tous les deux par rapport au calcanéum sur la face plantaire. Ce qui a permis du coup d'avoir des angles d'attaque avec les instruments complètement spécifiques. Bon, enfin, je vais en arriver à vous montrer quelques images de tout ça pour essayer de vous montrer qu'on arrive à une très bonne définition malgré le fait que ce soit une toute petite articulation. Donc, encore une fois, on parle d'un arthroscope de 2,7 sur un chien d'une trentaine de kilos, donc là avec un volet d'OCD. Ce que vous voyez en bas, donc sur la gauche, c'est la lèvre médiale avec le volet d'OCD qui est élevé sur le dessus. À droite, vous voyez la lèvre latérale, on voit la lésion sous-cartilagineuse en dessous. Et puis au-dessus, vous avez la surface cartilagineuse tibiale. Donc on arrive à avoir un bilan, une image très intéressante, un bilan relativement complet des dégâts cartilagineux. Et donc du coup, un pronostic qui va être beaucoup plus précis en termes de définition lorsque vous pourrez en parler au propriétaire. Là, dans ce cas-là, on est sur un cas de lésion ligamentaire. Je vais reprendre un peu le détail des différents cas que je vous montre ensuite. Mais là, ça a l'intérêt de nous montrer, de vous montrer qu'on est capable de voir avec l'arthroscope une étendue de lésion assez intéressante avec une bonne visualisation de tout ça. Et ici, une synovite, une déchirure ligamentaire assez importante. Je vous les ai mises là en vidéo. Et là, donc, vous voyez la palpation également. Donc, le crochet palpeur que je vous montrais tout à l'heure. Là, on l'utilise pour venir mobiliser le fragment d'OCD avant de le prendre avec une pince. Et là, vous allez voir normalement après, une fois tout ça sorti, on voit très très bien l'étendue des dégâts cartilagineux. Donc là, vous voyez, on est sur un pronostic évidemment pour ce chien qui est loin d'être idéal. Et donc c'est une exploration qu'on n'aurait pas pu avoir par un autre moyen que l'arthroscopie. Alors après, oui, avec le développement de l'IRM, on pourra y arriver probablement un jour. Mais pour l'instant, on n'est pas encore suffisamment précis. Donc des images très intéressantes pour savoir où on en est en termes de traitement. Là, un autre cas, complètement différent puisque celui-ci, c'est un cas de luxation. C'est la radio que je vous montrais au tout début avec, subluxation, c'est une rupture du collatéral médial et là, on voit donc, avec la lèvre médiale, l'insertion ou plutôt l'origine du ligament, sur la malléole et puis derrière ici avec des déchirures synoviales, les insertions du ligament collatéral et de sa partie courte et de sa partie longue. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a du coup une laxité articulaire, on a une ouverture articulaire importante qui permet d'avoir une très bonne visualisation et potentiellement, pourquoi pas, quelque chose que, a priori, à ma connaissance, personne n'a encore fait aujourd'hui, pourquoi pas essayer de positionner des ancres pour de la réparation ligamentaire, de la prothèse ligamentaire de façon avec un guidage arthroscopique. Donc sur les 4 cas dont je vous parlais, il y en a 3 qui étaient atteints d'OCD. En moyenne, vous voyez des chiens de 35 kg, des chiens relativement jeunes. Donc un qui est un berger australien qui était touché par une OCD de la lèvre médiale avec un Terre-Neuve également. Donc le chien que je vous ai montré juste là, un pointer avec une subluxation, enfin une grosse entorse, et puis un golden avec une complète fracture de la lèvre médiale, relativement chronique. Donc tous ces chiens ont été scopés, on a retiré tous les fragments, on a renettoyé. Pour celui qui avait une rupture ligamentaire, on a fait un bilan complet cartilagineux et retiré les petits fragments qui traitaient. L'avantage de l'arthroscopie étant aussi de faire un gros nettoyage articulaire. Dans les 2 cas d'OCD, on a suivi avec des infiltrations d'ACP, 3 injections à 2 semaines d'intervalle, sans AINS associé, ce qui a permis une résolution de la boiterie à 6 semaines dans les 2 cas. Et chose intéressante à mon sens, puisque c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas forcément, cette absence de boiterie a été maintenue à 8 et 18 mois pour l'un et l'autre chien, sachant que le Terre-Neuve est un chien de travail à l'eau et que le berger australien était un chien de sport. Donc pour des chiens qui ont besoin d'un pronostic fonctionnel important,
C'était vraiment, pour ces 2 cas, une belle réussite thérapeutique. Donc pour le golden, un chien de famille, donc là plus tranquille, résolution de la boiterie à 6 semaines, et il allait toujours très, très bien, au dernier suivi à 9 mois. Alors avec bien évidemment, une articulation toujours un peu raide, mais d'un point de vue clinique, il pouvait vivre sa vie complètement normalement. Donc des résultats tout à fait, bons. Pour le chien avec une entorse, donc là, c'est plus anecdotique, dans le cadre de la présentation qu'on faisait, j'ai fait une prothèse ligamentaire avec un tightrope, pour les ligaments les parties courtes et longues, un bandage contentif pendant 2 jours, une attelle de maintien pendant 3 mois et le chien a très, très bien récupéré avec une très bonne amplitude articulaire, sans boiterie à 4 et 6 mois lors des derniers contrôles. Donc un suivi quand même à relativement court terme pour ce genre de soucis. Mais malgré les lésions articulaires qu'on a pu voir, une très bonne récupération et donc ça, il faudra le préciser dans le futur. C'est probablement des éléments pronostiques qu'on pourra définir un petit peu plus en détail, dans les années à venir. Qu'est-ce qui est publié dans la littérature? C'est ce que je vous disais en introduction. Globalement, des résultats qui étaient pas terribles pour toutes ces maladies et notamment pour l'OCD du tarse. Dans cette étude-là, sur 15 chiens, les résultats étaient bons ou excellents uniquement sur 6 cas, avec une boiterie corrélée à la taille des ostéophytes, à l'amplitude articulaire et à l'épaississement des tissus mous. J'espère qu'aujourd'hui, avec l'exploration arthroscopique, on va pouvoir ajouter à ça, et préciser un peu nos résultats, ajouter à ça les découvertes arthroscopiques et le degré de dégâts, cartilagineux parce qu'on arrivera beaucoup mieux à les identifier d'un point de vue arthroscopique. Mais globalement, ce que la littérature disait jusque-là, c'était que le pronostic était réservé malgré une amélioration qu'on pouvait espérer dans bien des cas. Aujourd'hui, on peut, je pense, avec des techniques mini-invasives, peut-être espérer, mieux. Et donc ma conclusion, c'est celle-ci, c'est que sur la population que j'ai là, alors qui est certes une faible population, mais on a à peu près les mêmes ressentis avec, plusieurs autres, fanats d'arthroscopie, c'est que c'est quelque chose qui est très largement faisable. C'est pas forcément l'articulation la plus compliquée à scoper, qu'on a des résultats cliniques qui semblent, meilleurs que ce qui a été publié auparavant avec des techniques ouvertes. Il y a besoin néanmoins d'un guidage scanner pour essayer de probablement faire le meilleur travail possible. Et puis dans les cas de rupture ligamentaire, on se pose aujourd'hui la question, est-ce qu'on ne pourrait pas guider, l'implantation de nos prothèses, heu, par l'arthroscopie? Puisqu'on a une telle, vision, à cet endroit-là que probablement c'est quelque chose de faisable, bien évidemment couplé avec une partie de traitement ouvert, pour notamment l'insertion, au niveau du tibia. Heu, le tarse, c'est une articulation compliquée. Globalement, dans bien des cas, on parle, très vite, d'arthrodèse pour essayer de régler ces problèmes de douleur et de boiterie puisqu'on a régulièrement des amplitudes articulaires qui sont pas très bonnes. Donc entre hier et aujourd'hui, ça, ces choses-là ont pas trop changé. En termes d'alternatives chirurgicales à l'arthroscopie, aux traitements locaux, voilà, si on omet tout ce qui est non chirurgical qui peut être fait maintenant, aujourd'hui avec une bonne efficacité dans bien des cas, on est très, très limité d'un point de vue chirurgical. Aujourd'hui, on s'arrête probablement à ça, mais demain, très probablement qu'on pourra arriver à des remplacements prothétiques. C'est quelque chose qui commence à être, de plus en plus, présent sur le marché et qui, est en train de sortir sur l'articulation du tarse également. Donc potentiellement qu'on aura, une étape, supplémentaire possible pour les cas qui ne veulent pas répondre au traitement, arthroscopique ou, non chirurgical. Donc voilà pour ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui sur l'arthroscopie du tarse. On a un peu de temps du coup pour discuter de tout ça ensemble s'il y en a qui ont des questions et puis, je vous invite à ne pas hésiter à me contacter si vous avez des cas, que vous avez des questions, que vous avez besoin que vous voulez en discuter. Je suis tout à fait ouvert pour tout ça. Merci Alexandre pour cette présentation. En attendant que les premières questions arrivent, j'ai une question moi, par rapport à l'articulation du tarse. L'arthroscopie du gracé s'est beaucoup développée. Le tarse va devenir sûrement un gold standard à l'avenir. Pour toi, ça te paraît plus simple, plus compliqué comment tu évoques ça? L'articulation du gracé, on en parle beaucoup, mais pour moi, elle est assez compliquée. On a peu d'espace. La zone où on veut travailler, c'est souvent le ménisque, la partie caudale du ménisque, c'est pas la partie la plus facilement accessible. Le tarse, au final, c'est beaucoup de planification, mais une fois qu'on est dessus, on travaille assez bien et on peut être assez surpris de la facilité de travail. En revanche, il faut une bonne vision et là, j'étais assez content avec des arthroscopes de gros diamètre. Hem, c'est assez technique avec des arthroscopes de plus petit diamètre. D'accord. Parce qu'effectivement, l'arthroscopie évolue aussi.
On a sorti un nanoscope qui a un diamètre de 1,9 mm. Je pense que ça peut être un outil très intéressant pour le développement de cette arthroscopie. Ouais, alors j'en ai pas parlé là, mais le nanoscope, il peut être intéressant. Alors il peut être intéressant, sur une arthroscopie diagnostique rapide, Oui, justement suite au scan, si on a bien identifié, la position de la lésion et ça peut très bien être quelque chose qu'on utilise. Alors typiquement, je pense que sur des ruptures ligamentaires, si on n'envisage pas une réparation sous arthro, ça peut être hyper intéressant pour faire le bilan. En revanche, il est à 0°, donc il a vraiment besoin qu'on guide, absolument parfaitement le port de caméra pour arriver tout de suite sur la zone de lésion et y voir assez clair parce qu'on n'aura pas la possibilité, comme avec un arthroscope classique à 30°, de tourner le puits de lumière et d'avoir une vue un peu à 360, quoi. d'accord, exactement. Est-ce qu'il y a des questions parmi l'Assemblée? A priori, ça a été très clair. Il n'y a pas de Ils sont questions. déjà tous partis pour chercher leur cas d'arthrose de tarse pour pouvoir les scoper demain. Exactement. Alexandre, je te remercie beaucoup pour ta présentation. Je vous rappelle que cette présentation sera disponible en replay, a priori d'ici la fin de la semaine. C'est donc, comme je disais en introduction, c'est la 4e présentation. Donc, les 3 autres sont effectivement visibles sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et puis, je vous souhaite à tous un bon après-midi. Merci beaucoup, Alexandre, pour ta présentation de qualité. Et je vous Avec dis au plaisir. mois prochain pour la prochaine conférence. Au revoir, merci. Au revoir, à bientôt.